Alors, Noad, bienvenue chez Cause. Je vais te demander donc de te présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais? Donc, je m'appelle Noa Delafi, je suis consultante en développement commercial. Je fais aussi un peu de formation et mon sujet, enfin mes deux grands sujets de prédilection, c'est comment vendre au grand compte quand on est une TPE ou une PME. Et le deuxième sujet sur lequel je travaille beaucoup avec mes clients, ce sont les réponses à appel d'offres. D'accord. Je crois que tu as créé et déposé une marque parce que tu en as même fait un post. Est-ce que ça regroupe ton activité grand compte, la machine de guerre commerciale? La machine de guerre commerciale, ouais, c'est la marque Chapeau. Après, j'ai d'autres marques qui doivent bientôt sortir. La machine de guerre commerciale, c'est vraiment, c'est pas moi. Donc, c'est vrai que peut y avoir confusion, mais c'est aussi ce qui amène aussi de la curiosité qui fait que les gens vont aller sur mon profil sur LinkedIn. C'est en fait ce que je veux construire avec mes clients, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir une démarche commerciale où chacun fait un peu dans son coin et puis ça marche bon an, mal an, d'avoir vraiment, comme dans une usine, qui fabriquerait des clients quelque chose d'organisé, de systématique sur lequel on va et travailler son savoir-faire, son savoir-être, et puis avoir la bonne méthode et les bons outils. Ok, non, mais c'est très clair. Euh, bon, Première vraie question en fait qu'on peut se poser. Les grands comptes, on voit ça de très loin. Et aujourd'hui, si on te posait une question un peu, comment dire, simple, voire même simpliste, aujourd'hui, même si tu y réponds quelque part dans tes posts en partie, est-ce qu'on peut déjà se demander qui est aujourd'hui en capacité de contacter des grands comptes? Est-ce que toute entreprise a vocation à faire ça en fait, peut faire ça? Alors, toute entreprise qui va être éligible, entre guillemets, à travailler avec un grand compte, c'est-à-dire que si je dois, en tant qu'entreprise du BTP, répondre à la construction d'un stade de 10 000 personnes, si j'ai une entreprise de 10 personnes, évidemment que j'ai absolument pas mes chances parce que j'ai pas la structure qu'il faut. Maintenant, il y a beaucoup d'innovations ou de métiers où c'est possible de travailler avec les grands comptes, mais où on ne s'en est pas donné la possibilité. Et pourquoi on s'en donne pas la possibilité selon toi? Parce que c'est compliqué, parce que quand... alors après, moi je dis toujours que si c'est compliqué, la bonne nouvelle c'est que c'est compliqué pour tout le monde, mais on peut déjà ne jamais réussir à joindre les bonnes personnes, on peut même réussir à joindre des personnes, avoir des réunions avec elles et que finalement elles donnent pas suite. Et que nous, on n'est pas détecté, qu'on était en train de nous... Moi, j'appelle ça l'essorage de cerveau, c'est-à-dire que là, le grand compte, il va faire plein de réunions, il va trouver ça super intéressant, il va vous poser plein de questions. Et puis après, il va dire, bah, tu sais quoi, je vais le faire moi-même, en fait. Mais merci, c'était sympa de discuter avec toi. Ouais. Est-ce que tu veux dire que la dimension elle-même de l'entreprise ou sa préparation, est-ce que c'est des choses qu'il faut équilibrer ensemble? En fait, voilà, on peut être une TPE assez importante, mais enfin ou une PME plutôt assez importante et pas avoir la possibilité de pas se donner les moyens de contacter des grands comptes. Donc il y a à la fois le nombre, mais aussi la préparation en fait. C'est un peu ça. Il y a la préparation, puis la connaissance, et en fait, elle est un peu dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi envie d'aider des grands comptes à trouver des bons prestataires. Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes, par exemple comme American Express. C'est tellement grand que quand on cherche une solution, on la cherche en interne, généralement. On a suffisamment de ressources en interne. Si j'ai besoin que quelqu'un mette sur un graphisme, je vais aller au marketing. Personne va me dire, tiens, va voir un graphiste spécialisé PowerPoint qui va te refaire entièrement ta présentation. Donc, toi, tu es entrepreneur, moi, je suis entrepreneur. On a un énorme réseau d'entrepreneurs. Donc, on découvre des outils tous les jours et on est très au courant de ce qui se passe. Dans les grands groupes, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses en interne qui se passent que cette ouverture sur l'extérieur, elle est moindre. Et qu'on va moins rencontrer de solutions innovantes que si on est dans un réseau d'entrepreneurs ou de start-up. Et de Tu veux mon dire que toi, je me permets, toi, pour avoir été des deux côtés, c'est ça qui est intéressant. En fait, tu utilises ton expérience pour aider justement des deux côtés. C'est-à-dire que dans les grands groupes, il n'y a pas cette culture finalement d'aller identifier des acteurs ou alors elle est biaisée un peu.
En fait, ça dépend des fonctions. Par exemple, dans le marketing ou la communication, on a plutôt l'habitude d'aller chercher des prestataires parce qu'on ne va pas pouvoir tout faire soi-même. Maintenant, même si on fait bien un travail de veille et qu'on cherche régulièrement des prestataires, si ces prestataires n'ont pas su se rendre trouvables, entre guillemets, enfin visibles en tout cas, tu connais bien toutes les problématiques de SEO. Donc, si en fait, tu n'as pas de visibilité et qu'on ne comprend pas ce que tu fais, ben, on ne va pas pouvoir te trouver quand on va faire une recherche sur un sujet. Et puis parfois, on ne va même pas savoir ce qu'on doit rechercher. Par exemple, si moi, je dois intégrer une base de données dans un CRM, ben, je ne sais pas quelle est la fonction que je dois rechercher sur LinkedIn pour trouver quelqu'un. Parce que comme je Ah, connais tu veux pas... dire que en fait, c'est aussi le positionnement de ces entreprises qui veulent travailler avec leurs grands comptes, donc leur communication, qui est finalement un des axes qui permet aussi d'être trouvé, quoi. C'est Et, là-dessus qu'il y a beaucoup de choses. et ce qui a changé à la fois Internet, mais encore plus la pandémie, c'est que on est encore plus sur Internet qu'avant et que finalement, là où une entreprise d'une vingtaine de personnes, si elle devait se faire connaître de grands groupes il y a 20 ans, devait payer des pages de pub, des choses très chères, aujourd'hui, finalement, LinkedIn, ça a un peu remis à niveau toutes les entreprises, c'est-à-dire que celle qui sait communiquer, qui sait trouver des clients et qui sait créer une communauté, elle va réussir, que ce soit une entreprise avec beaucoup ou peu de moyens. Et c'est ce que moi aussi je trouve intéressant, c'est que évidemment, quand on est petit et qu'on voit le groupe Crédit Agricole, on n'a aucune idée de qui appeler, comment rentrer. Et souvent, on va s'adresser à la mauvaise personne. Moi, je sais comment, je ne sais pas forcément comment sont organisées toutes les boîtes du CAC 40, j'en connais certaines, mais je sais comment savoir, je sais comment trouver l'information et je sais comment trouver les chemins qui vont amener à la bonne personne. Donc, c'est vraiment quelque part, moi, je me vois comme un trait d'union entre David et Goliath, c'est-à-dire que je sais comment fonctionne chaque côté et puis je fais en sorte qu'ils puissent travailler ensemble aussi dans les manières de travailler. Les grands comptes vont avoir besoin de choses qui paraîtront inutiles à d'autres. Hmm. Donc, vraiment, voilà, j'emmène chacun, enfin, en plus PME que les grands comptes, mais en tout cas, je les amène aussi enfin, à faire le bon chemin et puis à savoir le faire seul après par la suite également. D'accord, ça c'est intéressant et donc du coup justement avant de creuser sur la question du ciblage là qui est un point essentiel, toi les erreurs que tu vois de la part des PME généralement ou des ETI, enfin des entreprises qui veulent travailler avec des grands comptes, généralement les erreurs même caricaturales que tu vois un peu des fois, ce sont lesquelles qu'on retrouve à chaque fois en fait? On retrouve à chaque fois de s'adresser à la mauvaise personne. C'est-à-dire que si je prends par exemple une entreprise de services informatiques, les ESN, les entreprises de services numériques, elles vont s'adresser à un acheteur parce qu'on leur a dit qu'il fallait qu'elle se fasse référencer auprès de l'acheteur. L'acheteur n'a pas de raison de la référencer, cette entreprise, s'il n'y a pas quelqu'un dans son entreprise qui lui a dit on veut les référencer et qu'il y ait un travail qui a été fait au préalable. Donc en fait, on va leur dire il faut vous faire référencer. Ils vont aller voir un acheteur, ils vont rien avoir d'intéressant à lui dire, entre guillemets, parce que c'est quelqu'un qui a déjà vu beaucoup de sociétés de ce type. Et s'il n'y a rien de différenciant, il n'y a pas d'intérêt à les intégrer. Alors qu'en fait, ils ont une fin de non-recevoir et ils arrêtent. Et puis après, ils te disent, bah, du coup, les acheteurs ne sont pas intéressés. Or, le chemin, c'est plutôt d'aller voir des utilisateurs ou d'aller voir des gens qui sont peut-être plus hauts dans l'entreprise parce qu'on connaît le directeur général ou le directeur financier et qu'on va être moins cher que le fournisseur d'avant. Mais en tout cas, il va falloir trouver le chemin interne et il n'est pas toujours identique. Donc peut-être que mon logiciel que je veux vendre, ben, je vais rencontrer un stagiaire qui va trouver ça super intéressant, sauf que le stagiaire, c'est le fils du directeur commercial et il va me faire rencontrer le directeur commercial. Et le directeur commercial, lui, va vendre en interne à l'acheteur. Donc la plus grosse erreur, c'est de se concentrer sur une personne qui est bien partie prenante dans la démarche d'achat qu'il y aura ou d'évaluation du fournisseur. Mais en fait, il faut réussir à visualiser et construire une équipe interne chez le client.
Si c'est Est-ce que, clair. est-ce que, c'est très clair, ouais, sur l'identification. Est-ce qu'il y a d'autres erreurs que tu vois généralement quand on a dépassé entre guillemets le cadre du ciblage, même si il a l'air être le cœur un peu de la matrice. Qu'est-ce que tu retrouves généralement comme choses qui vont un peu biaiser la prise de contact? Alors, sur la prise de contact ou sur après Bah, de manière générale, en fait, peut-être que Ah, les entreprises qui veulent y aller, elles ont donc on comprend que il y a une question vraiment au cœur d'identification de la bonne cible. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elles mettent sur lesquelles elles partent avec un handicap en fait, parce qu'elles souvent, n'en ont pas des fois conscience. le manque de formalisation et le manque de rigueur. Moi, c'est souvent une question que je pose aux clients de mes clients, parce que je fais beaucoup d'interviews de clients dans le cadre de mon métier, justement pour en savoir plus sur leurs attentes, des questions que les commerciaux n'ont pas posées, et comprendre comment ils font leurs achats. Et ce qui revient régulièrement, c'est que les attentes en interne dans les grands comptes, elles sont très importantes en termes de support et de qualité de support. Parce ils fréquentent plutôt des entreprises qui ont les moyens et qui sont structurées. Et donc, par exemple, si on vient montrer en rendez-vous, si on montre une présentation, il faut que la présentation elle soit de qualité parce qu'elle va être transférée aussi en interne à d'autres interlocuteurs. Et en fait, souvent, ce qui pêche, et ce que me disent les clients, c'est qu'ils ont dû refaire le travail pour présenter en interne parce que la présentation n'était pas d'assez bonne qualité. Donc le ciblage, la rigueur, c'est assez étonnant quand même là. Et donc ça, c'est quelque chose que tu vois régulièrement. Enfin, ça t'arrive de voir. Bien sûr. Et où, ben, en fait, quand on fait un rendez-vous avec un grand compte, on est obligé de faire un compte rendu. Moi, je donne des modèles de compte rendu et j'explique qu'il faut faire des comptes rendus. Et en fait, j'étais commercial pendant 20 ans. Moi non plus, ça ne me passionnait pas de faire des comptes rendus. Mais en fait, sinon, le rendez-vous n'existe quasi pas. Les engagements qui doivent être pris ensuite doivent être réglés dans le compte rendu. Et ça, c'est une part énorme du travail avec des grands comptes. C'est que on doit toujours garder à l'esprit que tout ce qu'on fait, dit ou écrit est partagé par plusieurs personnes. Et donc, en fait, si nous, on n'a pas identifié ces personnes, soit on n'a pas accès à elles, enfin, soit on a accès à elles et on peut les voir dans un rendez-vous, soit quand on n'a pas bien compris qui c'était et que ces différentes personnes vont voir nos supports et avoir des comptes rendus, il faut qu'on réussisse aussi à s'adresser à ces personnes-là dans ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a des éléments un peu cachés qui vont se passer après? C'est-à-dire que j'ai identifié les bonnes cibles, j'ai été rigoureux, j'ai fait mon compte rendu. Est-ce que dans les étapes d'après, est-ce que un grand compte a des réflexes d'aller regarder qui est cette entreprise plus en détail et d'aller creuser en fait Bien de sûr. manière un peu indolore? Oui, bien sûr. De toute façon, dans les groupes, ils sont toujours entraînés à rechercher. Leur premier réflexe, ça va être LinkedIn, le site Internet. On peut presque ne pas avoir de site Internet si on a un LinkedIn qui est très bien construit, mais bon, avoir un site, c'est quand même important. Mais moi, j'ai fait l'erreur de d'abord travailler sur mon site avant de travailler sur mon LinkedIn. Si c'était à refaire aujourd'hui, j'attendrais un peu plus pour faire un site. Mais en tout cas, ils vont regarder aussi le sérieux par rapport à leur propre code de ce site. Par exemple, si on a un site internet qui n'est pas sécurisé, qui est très vieillot, ben, il y a des gens qui vont prendre ça comme un manque d'investissement dans ce qu'on fait. Moi, je vois souvent aussi des gens qui ont des adresses mail, des entrepreneurs qui ont des adresses mail en Hotmail, En Wanadu. en Wanadoo. Ça, mais ça, c'est possible si on est auto-entrepreneur et qu'on vend quelques tricots ou des confitures pour arrondir ses fins de mois. Mais en tant qu'entrepreneur, on peut se retrouver en tant qu'entrepreneur, même solo, à travailler avec un grand compte si on est vidéaste, par exemple. Il n'y a pas de multinationale de vidéo. Donc, c'est souvent des petites structures qui travaillent en flexibilité avec des freelances. Si on est face à un grand groupe qui va nous commander plein de vidéos dans une année, il faut quand même que nous, on ait l'air un minimum professionnel. Pourquoi? C'est qu'un patron de TPE ou de PME qui prend une décision d'achat, il a de compte à rendre qu'à lui et à ses associés s'il en a. Quand on est dans un grand groupe, un grand compte, et qu'on prend, en tout cas qu'on est leader sur une décision,
En fait, il se passe des choses autour de nous, politiquement aussi. C'est-à-dire que si j'ai choisi un fournisseur il y a 2 ans qui était catastrophique, là, le nouveau choix de fournisseur que je fais, je suis très observé dans l'entreprise. Donc ça, c'est dans le domaine privé. Sur du public, par exemple, les risques pris quand on fait un appel d'offres et qu'il y a des irrégularités, par exemple, dedans, c'est du risque pénal, presque, enfin, sur certaines situations. Donc, en fait, ce que ne réalisent pas la plupart des entreprises qui vont aller voir des grands comptes, c'est les enjeux pour eux. C'est l'importance qu'a le choix et le stress qu'eux-mêmes ont dans le choix. Donc, ça ne se voit pas forcément parce que c'est des personnes qui ont appris à maîtriser leurs émotions et qui ne vont pas tout nous communiquer. Mais il y a vraiment souvent un décalage de communication, c'est-à-dire que les commerciaux ou les patrons de PME vont venir parler d'eux et de leurs produits sans comprendre à qui ils ont affaire, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est important pour eux, quels risques ils prennent et ce que va vraiment leur apporter d'un point de vue personnel comme d'un point de vue professionnel, on est en train de leur proposer. Et c'est vraiment un manque d'écoute et de communication. Euh, Moi, on me pose souvent des questions sur ce que je peux donner comme trucs et astuces, mais malheureusement, il n'y a absolument rien de magique dans ce que je fais. Et tu as commencé en me disant, peut-être que toi, tu auras un autre point de vue. En général, les consultants, on a à peu près tous le même point de vue parce que c'est de l'humain et que ce qui marche, c'est pas nous qui le décidons. C'est comment les interactions humaines se passent. Et c'est de cette Donc, le, observation-là qu'on va donc, apprendre. ouais, donc du coup, il y a des enjeux qui vont beaucoup plus loin. Donc en fait, si on résume un peu ton expérience par rapport à ce processus d'essayer de travailler avec des grands comptes, donc il y a une partie sur le ciblage, il y a une partie sur sa propre communication, avec tout un tas d'enjeux un peu cachés de la perception qu'on a et voire quelque part aussi même jusqu'à la sécurité. C'est quelque chose qui est hyper important. Et la rigueur, parce que on est dans des processus peut-être différent avec une forme de rigueur qui va jouer. Et en termes de cartographie, est-ce que toi, tu te dis, enfin, ce qu'on voit souvent comme conseil, on se dit souvent que pour identifier les bons interlocuteurs, déjà, il y a les grandes entreprises ont leur propre structuration, leur propre dénomination de postes. Est-ce que est-ce qu'il y a une méthodologie pour cartographier finalement un grand compte et pas se retrouver un peu le bec dans l'eau en se disant finalement j'ai fini avec le stagiaire et que c'était pas le bon interlocuteur. Tout à fait. Il y a une méthodologie. Donc, ça s'appelle le plan de compte, en général dans les entreprises qui ont des grands comptes. Le plan de compte doit permettre de à la fois faire la cartographie de l'entreprise, des interlocuteurs, de faire le point sur la relation, si c'est des gens avec qui on est client, de vraiment comprendre, d'aller loin dans la recherche d'informations, et puis de comprendre en fait dans ce qu'on fait de cartographie des interlocuteurs. Donc ça peut avoir plein de noms différents, ça s'appelle le groupe réel d'influence et de décision. Il peut y avoir pas mal de dénominations différentes, mais en gros, c'est de comprendre qui sont les gens dans l'organigramme, c'est-à-dire je vais avoir un directeur général, je vais avoir plusieurs ratos, qui fait quoi, quels sont les noms de postes, comme tu le dis très juste titre. On va parfois avoir quelqu'un qui s'appelle Customer Success Manager et un autre qui va être responsable de la fidélisation et ils feront le même métier dans des boîtes différentes. Donc, voir un petit peu les dénominations selon la culture de l'entreprise. Et après, le plus important, c'est le sociogramme, c'est-à-dire quelles sont les relations entre eux de toutes ces personnes et quelles sont leurs dispositions vis-à-vis de nous et de notre projet. Donc, en gros, nous, on serait dans la même entreprise, on doit prendre une décision ensemble sur un fournisseur. Mais toi, Alexis, la dernière fois, tu as réussi à convaincre tout le monde de prendre un fournisseur qui ne me plaisait pas. Ça s'est mal passé. Bon, pardon pour cet exemple. Et du coup, moi, Nouad, je t'attends au tournant et j'ai bien rappelé aux gens autour que cette fois-ci, il ne fallait pas qu'on se plante. Donc, dans la décision, il n'y a pas que la décision intellectuelle dans l'entreprise, il y a aussi la petite guéguerre que nous, on va se mener sur qui va avoir le pouvoir et imposer son fournisseur. Et si moi, en tant que commercial, je n'ai pas compris ça, je peux me retrouver dans une réunion où j'ai mis 2 personnes ensemble dans la réunion qui vont passer leur temps à soit se servir de moi pour s'attaquer entre eux, ou soit se prendre le bec. Après, la disposition qu'ont les gens vis-à-vis de nous, en fait, je vais savoir que Alexis, il est détracteur
et que Nouad, elle est plutôt promoteur. Donc peut-être que d'abord, je vais aller par le promoteur pour qu'il aille convaincre les détracteurs et que je trouve les bons arguments pour le faire, ou pour les court-circuiter. Mais en tout cas, vraiment, quand tu disais oui, il y a besoin de rigueur, il y a surtout besoin de préparation et de réflexion. Dans la Tu vente, veux dire qu'il y a une dimension. Là, en fait, tu es en train de quand même de préciser un point qui est pas souvent précisé, voire pas du tout, qui est carrément une dimension presque pas psychologique, mais il y a quelque chose qui demande un travail assez précis, quoi. Il y a en fait, et après, on s'améliore au fur et à mesure. Après, il y a des situations plus simples, hein. On peut aussi avoir le truc où quelqu'un nous rencontre, il trouve que ce qu'on fait est super, il nous présente plein de gens, les réunions se passent bien, on s'aime. Bon, le problème, c'est que c'est rarement comme ça parce que eux-mêmes sont pas si bien organisés que ça. Moi, en tant que commercial, j'ai déjà eu des gens dans des grands comptes qui m'ont appelé à 2 mois d'intervalle de 2 pays différents pour me faire travailler sur exactement le même projet, sans savoir qu'ils étaient deux dans 2 pays différents à travailler sur les mêmes choses. Donc, dans les grands groupes, la communication, elle n'est pas si facile que ça non plus. Donc, on n'est pas en train d'arriver dans un truc qui est très carré. On est en train d'arriver quelque part où on doit faire son chemin. Et pour faire son chemin, il faut vraiment avoir bien réfléchi à qu'est-ce qu'on fait. Moi, je donne souvent une astuce qui est de trouver sa taupe, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, je suis hyper sociable, je suis très bavarde. Donc, je parle à tout le monde quand je suis dans une entreprise et j'essaye de trouver la personne la plus bavarde du coin. Il y en a toujours une, en fait, qui va nous prendre en amitié, être touchée par ce qu'on fait. Et cette personne-là va nous donner de l'information sur comment fonctionne l'entreprise. Donc, c'est un peu comme, je sais pas, c'est déjà arrivé, ça t'est déjà arrivé peut-être, tu rejoins un nouveau travail et puis il y a quelqu'un qui te propose de déjeuner. Ceux qui sont les plus intégrateurs, entre guillemets, dans des entreprises sont ceux aussi qui adorent colporter les ragots. Et donc, tout d'un coup, on peut avoir un résumé de 5 ans de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise. Moi, ça m'est arrivé régulièrement où il n'y a même pas le droit à l'oubli. On va encore me raconter qui a donné un bisou à Truc Bidule au séminaire de 1998, quoi. Mais, mais c'est surtout que, en fait, il y a quelqu'un qui va être un peu notre guide. Ça peut aussi être notre interlocuteur qui est acheteur ou autre, à qui on va dire bah, je dois rencontrer un tel, comment est-ce qu'il est? Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Et là, il va nous dire écoutez, concentrez-vous sur les chiffres, il veut voir la rentabilité. Donc, ce qu'on n'ose pas faire aussi souvent en tant que commercial ou en tant qu'entrepreneur, c'est de poser des questions très claires aux gens sur où on en est et qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a toute une méthode comme ça sur du grand compte où en fait, dès le départ, on dit ben, moi, qu'est-ce que je dois faire pour être évalué par votre entreprise? Quelles sont les étapes qui vont avoir lieu de maintenant jusqu'à votre prise de décision finale? Tu parlais aussi au préalable, c'était lié à ça, sur le fait que les entreprises, dans les grandes entreprises, on communique mal. Est-ce que, une double question, est-ce que c'est pour ça qu'il y a une longueur de processus dans ces étapes? Parce qu'on parle souvent de, vous savez, travailler avec des grands comptes, ça va prendre du temps. Et ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est est-ce qu'il y a moyen, quelque part, de réduire un peu les délais? En fait, est-ce qu'on peut casser un peu les délais super longs? Voilà. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, en fait, pour que ça soit aussi long? Rien, il ne se passe rien. En fait, alors, merci pour cette question, elle est hyper intéressante parce que on peut réduire le délai. Mais en fait, c'est une mauvaise vision des choses, quelque part, parce qu'on parle beaucoup du cycle de vente. C'est-à-dire qu'on est concentré sur mon cycle de vente. Donc, aujourd'hui, on a constaté que le cycle de vente pour vendre tel logiciel, ça prend 9 mois. Donc, on a les premiers rendez-vous, blablabla. Bla, bla, bla. Et après, on fait un test, et nanana. Mais en fait, ce qui est important, c'est la durée du cycle d'achat. C'est-à-dire que on ne peut pas nous contraindre le client à aller à notre rythme. Mais on doit en tout cas être suffisamment engageant pour qu'il reste dans le rythme. C'est-à-dire que si j'ai fait un post là récemment sur si vous envoyez votre proposition commerciale par mail, c'était une bouteille à la mer en gros. Quand on Mmh. envoie une proposition par mail, évidemment, on va mettre 3 mois à joindre le client par la suite. Si on n'arrive plus à joindre le client et que ça traîne,
c'est peut-être aussi que ce n'est pas avec nous qu'il est en train de discuter de manière principale. C'est-à-dire que s'il était parti dans une démarche pour acheter quelque chose et qu'il a rencontré 3 fournisseurs et qu'il est en train de faire plein de nouveaux scénarios, de propositions avec un autre fournisseur, il nous recontactera sûrement à la fin pour avoir une offre, mais juste pour comparer. Donc, ça veut dire qu'on est le challenger et qu'on n'est pas celui qui est challengé quand ça traîne beaucoup. Et puis aussi, moi, je donne souvent une image, et je suis assez contente parce que mes clients s'en souviennent même des années après, que pour moi, la vente, en fait, c'est comme si on avait un cerf-volant. Donc, imaginons que moi, je vais vendre quelque chose. J'ai un très, très beau cerf-volant. C'est mon grand-père qui l'a offert à ma grand-mère. C'est un cerf-volant peint à la main du Japon. Il est très précieux pour moi. Je rencontre Alexis, à qui j'ai envie de vendre quelque chose. Et en fait, moi, je suis en train de lui dire que mon cerf-volant, il est super, il est hyper précieux et je veux lui donner le fil du cerf-volant pour qu'il en profite. Mais Alexis, il a des choses dans les mains et pour l'instant, ce n'est pas très important. Et si je lui donne le fil, ben, il va sûrement le laisser s'envoler. Donc, en fait, le seul moyen, moi, de m'assurer que mon cerf-volant va bien, que je vais pouvoir le garder et que je vais pouvoir te le transmettre, c'est de toujours garder un fil avec moi, de toujours avoir la maîtrise de la relation. J'ai un premier rendez-vous, mon deuxième rendez-vous, je le fixe pendant mon premier rendez-vous. Je dois faire une proposition commerciale. J'ai prévu une petite visio rapide pour présenter ma proposition commerciale, mais au moindre moment où moi je lâche le fil, mon affaire, elle n'existe quasi plus. Donc en Il fait, faut avoir la maîtrise, quoi. C'est une il question de faut avoir la maîtrise. maîtrise en permanence et trouver le bon moyen. Par exemple, il y a plein de gens qui me disent, mais le client, il ne veut pas que je lui présente par mail, en rendez-vous, la proposition. Ce que le client ne veut pas, c'est passer 1 heure et demie à se faire commenter un truc qu'il peut lire lui-même. En revanche, si on dit au client, écoutez, moi, ma proposition sera prête mercredi. Ce que je veux, c'est pouvoir vous l'envoyer mercredi. Et ce que je vous propose, c'est, je vous la montre, vous me dites s'il y a des choses à modifier ou des choses qui ne sont pas claires. Et dans la foulée, je vous la renvoie, comme ça, on gagne tous du temps. Et là, on ne se positionne pas de moi, j'ai prévu de te la présenter en rendez-vous parce que ça m'arrange et que j'ai envie de passer mon temps à t'expliquer pourquoi, du comment. C'est vous, client, vous avez beaucoup de choses à faire. Vous me demandez une proposition, donc c'est que vous êtes intéressé. Et donc, ça devrait être le moment un peu de pic de la relation commerciale où, quand nous, on demande un devis à quelqu'un, on l'attend impatiemment. On n'a pas envie d'attendre 10 jours pour le recevoir. Et donc, quand on formule de cette manière-là en disant et qu'on condense le temps, parce que c'est pareil, dans la rigueur, il y a le temps. Moi, je suis aussi sollicité par des commerciaux. J'ai régulièrement des rendez-vous où je me dis, tiens, je vais voir ce qu'ils font parce que c'est un besoin que j'ai. Et souvent, quand c'est des applications SaaS ou des choses comme ça, je dis, je ne veux pas de démo. Là, j'ai eu plusieurs rendez-vous sur des bases de données. J'ai dit, je ne veux pas de démo. Et on prévoit une demi-heure et je dis, attention, je n'ai qu'une demi-heure. Et bien là, ça n'a pas loupé. 2 rendez-vous de suite. Les gens m'ont pris 1 heure et ils m'ont fait une démo. Et je dis, mais je ne veux pas de démo. Ils me disent, mais si, je vous montre vite fait. Et en fait, pour moi, ils m'ont volé mon temps et ils ont perdu ma confiance. Et c'est vraiment fondamental chez les commerciaux. On est face à des gens, on est tous hyper sollicités. Le Covid n'a pas arrangé les choses parce qu'on fait plus de visio qu'on faisait de rendez-vous. Donc, il y a quand même beaucoup de travail partout. On ne peut pas prendre 1 heure à quelqu'un qui nous a proposé qu'une demi-heure. Imagine qu'on Hum, invite quelqu'un à dîner et qu'il se dit ça, c'est sympa, je vais rester pour le petit-déj. Bah non, hum. c'est pas prévu, quoi. On n'avait pas proposé de rester dormir. Donc là, c'est pareil, moi je suis effarée et c'est vraiment un des conseils que je donne. Cadrez le temps tout de suite et dites que ça finira à l'heure. Et j'ai vraiment, moi, dans toute ma carrière, j'ai réussi à ce que des directeurs généraux me prennent au téléphone sur leur portable sans aucun problème parce qu'ils savaient que j'étais hyper fiable dans le cadrage du temps. Donc, tu veux Donc, dire qu'on peut réduire le process avec, encore une fois, un peu de rigueur, tout en gardant un peu la maîtrise et en respectant un peu son interlocuteur, quoi. ouais, bien sûr. Et quelqu'un qui est très professionnel va être respecté et on ne va pas remettre en cause le fait que, tiens, on doit se parler à telle heure. Si on est vraiment maître des choses, c'est celui qui a quelque chose à vendre qui doit mener la relation. Et mener la relation, c'est pas l'imposer. Hum. C'est en fait Et prendre le lead. Moi, je réponds en ce moment à un appel d'offres pour un client et qui a vraiment peu de temps. Son épouse vient d'accoucher. Enfin bon, voilà, il est.
Et en fait, je lui ai dit, nous, on prend la mission, je le fais avec une de mes collaboratrices. Mais en fait, je lui dis, ne t'inquiète pas parce qu'on va vraiment te dire exactement, ne lis pas tous ces documents. On t'envoie des choses spécifiquement sur ce dont on a besoin de façon très claire et on ne prendra pas plus de temps que nécessaire. Hmm. Bon, j'avais jamais travaillé avec lui. Je suis très contente de la confiance qu'il nous donne. Mais en fait, pour lui, on l'a pris en charge. Il attend qu'on lui demande des choses. Il ne revient pas vers nous. Il ne nous demande pas où on en est. Et c'est nous qui revenons vers lui et qui lui disons où on en est de ce qu'on fait. C'est un confort et c'est un service, parce que le commercial, c'est un métier de service, qui fait que même sur des petites choses, je lui ai proposé qu'on fasse des étiquettes pour lui. Ça prend pas longtemps, mais ça lui fait gagner du temps et de la charge mentale. Moi, j'appelle ça l'effet spa chez les clients. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient dans un truc très cotonneux, très sympa. Et parce que, en fait, je sais que ma concurrence ne peut pas venir et me détrôner quand moi, je suis arrivé à ce niveau-là de confort pour mes clients. Hmm. Ouais, tu les as mis dans ton spa, quoi. Je les ai Qu'ils mis dans soient à mon l'aise. spa, il fait froid dehors. Je comprends, ouais. Et qu'est-ce que tu, juste pour terminer, deux dernières questions, deux interrogations. Qu'est-ce que tu penses du process un peu ABM, c'est-à-dire du fait de personnaliser au maximum et pas de faire de l'inbound, c'est-à-dire de créer du contenu pour attirer à soi, mais de personnaliser au maximum sa démarche auprès des grands comptes dont parfois voilà, on met ça en avant ou on nous serine, c'est selon la vision qu'on a de ce process-là pour travailler avec des grands comptes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Euh, En théorie, c'est extrêmement séduisant et ça fait beaucoup de sens quand on l'entend. Maintenant, perso, après, c'est sûrement différent ailleurs, je ne l'ai jamais vu bien appliqué. C'est que c'est un peu comme les contenus. Il y a beaucoup de gens qui font des contenus. Il y a peu de gens qui font des contenus qui vont vraiment parler à leur cible et être vraiment au cœur de leurs préoccupations. Donc, toutes les méthodes peuvent être bonnes, hein. Après, moi, à chaque fois que je rencontre des clients qui me demandent qu'est-ce qu'on doit faire, je dis, mais en fait, je ne sais pas plus que vous, puisque vous, ça fait 15 ans que vous êtes dans cette boîte. Moi, j'arrive, je sais comment savoir. J'ai la méthode pour trouver quels vont être les bons canaux d'acquisition, les bonnes méthodologies, mais ça n'est pas une science exacte. Mais quel que soit ce qu'on va faire, que ce soit de l'inbound sur des contenus, que ce soit du message sortant, et toi, tu connais bien le sujet du copywriting et de la qualité du copywriting, ben, l'essence même de ce qu'on doit faire, c'est de connaître son client. Et c'est pour ça que je fais des interviews. C'est-à-dire que les interviews que je fais là en ce moment, c'est sur une société enfin, c'est pour une société qui vend des logiciels. Mais en fait, je n'ai aucune idée de comment marche le logiciel et c'était vraiment le but, c'est-à-dire qu'on est deux consultants. Il y en a un qui fait des interviews en interne et un travail marketing en interne. Moi, je fais que des interviews des clients pour savoir quelle est leur vie, quelles sont leurs préoccupations, parce qu'en fait, le produit en lui-même ne les intéresse pas. En revanche, si cet éditeur écrit des choses sur ce qui les intéresse au quotidien, c'est créateur d'émotions, c'est créateur de liens avec ce fournisseur, et il va vraiment y avoir quelque chose qui va les rentrer au cœur de leurs préoccupations. Donc, on s'adresse régulièrement à des clients en leur racontant des trucs qui ne les intéressent pas. Et je pense que tu le vis aussi. Moi, je reçois souvent des sollicitations sur LinkedIn, des gens qui m'envoient 4 5 messages. Et ça, c'est vraiment l'un des plus gros défauts, c'est que le multicanal, il est fait pour qu'on puisse communiquer avec un client sur différents canaux, SMS, par mail, par LinkedIn. Mais en fait, ça peut être très intelligent. On envoie un premier truc, puis un deuxième contenu qui a pu intéresser. Souvent, en fait, c'est du harcèlement. Et moi, je leur dis souvent, c'est comme si moi, je rencontrais un homme demain à qui je n'ai jamais parlé, je ne l'ai jamais sollicité. Et du jour au lendemain, je lui envoie 20 textos par jour, 2 mails et 4 LinkedIn et je vais sur Insta. Bon, en général, il va Ça, c'est la bonne méthode, ça. Une bon, bonne soit il image. porte plainte pour harcèlement, soit il déménage. Et puis, il y a des petits mots dans sa boîte aux lettres. Donc, Ouais. et en fait, les gens ne se rendent même plus compte que ben, ça ne sert à rien. Mm. En fait, c'est pas parce qu'on va. C'est comme si on parlait plus fort pour être entendu. C'est pas parce qu'on répète plus souvent la même chose qu'à la 5e fois, on va se dire ah bah si c'est intéressant, je vais les appeler. Ouais, Un je exemple, par comprends. exemple, d'un des meilleurs messages que j'ai reçus sur LinkedIn, et pourtant, bon, c'est pas facile d'envoyer des messages sur du coaching. C'est quelqu'un qui a commencé en disant hey, tu trouves pas qu'on est très fatigué en ce moment?
Et il me l'envoie à un moment l'année dernière où j'étais très fatiguée. Ben, ça m'a donné envie de lire le reste, même si c'est pas extraordinaire. Mais il me parle d'abord de moi et de ce qu'il imagine que je suis en train de vivre en tant qu'entrepreneur. Bon, Donc après, ça c'est la connaissance absolue, quoi. la Moi, je dis connaissance, souvent que c'est, j'utilise toujours la même image, c'est que c'est comme en amour, hein. Si vous intéressez pas aux autres, ils s'intéresseront pas à vous. Donc en fait, ça veut dire que c'est une question de connaissance. Donc ce que vous faites dans un processus de séduction dans la vie humaine, bah, il va fonctionner un peu de la même manière dans un processus de séduction commerciale. complètement. La connaissance de l'autre. Et c'est vrai que moi, les gens pensent que comme je suis commercial depuis longtemps, j'ai la tchatch. Moi, mon gros point fort, c'est mon écoute. Et je peux écouter Donc des c'est gens. des, Je peux poser des questions à n'importe qui sur n'importe quoi pendant des heures. Mmh. Et Ouais, en donc c'est ça un peu la clé, elle est vraiment bon là-dessus, quel que soit le process, que ça soit ABM, etc. Ce qui va résumer tout ça, c'est la qualité d'écoute de son prospect. Est-ce que tu penses justement un peu presque dans ce sens-là, ou je sais pas d'ailleurs, mais est-ce que tu penses qu'il peut y avoir, toi qui connais un peu les grands comptes pour avoir travaillé avec eux et chez eux, quelque chose de l'ordre générationnel à venir qui va changer un peu le rapport? Alors, je ne trouve pas que ce soit tant entre les clients et les fournisseurs, mais au sein des entreprises, il y a un vrai. Moi, je vois pas mal de conflits générationnels. Et, et c'est vrai que je lisais un truc l'autre fois que je trouvais super intéressant, c'est que c'est la première fois avec Internet et le digital que les jeunes savent des choses que les autres générations ne savent pas. C'est-à-dire que, je sais pas, moi, il y a 50 ans, ben, ton père t'apprend à conduire parce que c'est lui qui sait. Ta mère, elle t'apprend à faire tel truc parce que c'est elle qui sait. Aujourd'hui, il y a des jeunes de 20, 25 ans qui savent des choses que d'autres personnes ne savent pas. Et le problème, c'est que comme on va parfois ne pas valoriser la jeunesse, dans le monde de l'entreprise, par exemple, autant dans l'entrepreneuriat, moi j'ai des fournisseurs qui ont 25 ans, ça ne me pose aucun problème. Ils font très bien ce qu'ils ont à faire. Je n'ai pas besoin qu'ils aient 20 ans d'expérience. Mais on va en fait souvent remettre l'accent sur l'expérience. Donc les jeunes, on va leur faire faire toute une batterie de tests, d'interviews pour entrer dans une entreprise. Des gens qui sont extrêmement bien formés, intelligents, débrouillards. Et on va leur faire des choses stupides parce que nous aussi, quand on a commencé, on a fait des choses stupides. Et puis inversement, dès qu'on a passé 45, 50 ans dans le monde de l'entreprise, on est tellement obsolète. Moi, ça me fait rire parce que je fais beaucoup de choses dans le digital, dans mon activité. Ça m'arrive régulièrement d'être face à des commerciaux qui ont la moitié de mon âge et qui m'expliquent comment cliquer sur un truc. J'ai eu quelqu'un l'autre fois, j'étais jury dans un incubateur et, et il y a quelqu'un qui me parle de LinkedIn, qui faisait une présentation à un jeune créateur d'entreprise et il me dit, vous voyez ce que c'est? Non, non, moi je suis sur Viadeo. Et, et puis après, je lui dis, écoutez, faites attention, quoi, parce que moi, je forme des gens sur LinkedIn. Donc, il y a un peu ce conflit générationnel on ne sait pas qui a commencé, mais parfois les jeunes vont prendre les vieux pour des dinosaures, et puis les dinosaures vont prendre les jeux, Bref, en tout Mais cas, est-ce que tu penses que ça peut changer un peu la prise de contact? Parce que, en fait, il y a une génération qui est, je pense à ceux qui sont communicants, qui sont biberonnés au marketing, qui est toujours un peu dans les processus de vente, sont toujours, est-ce que vous avez 15 minutes et justement, je vous fais une démo, etc. Est-ce qu'ils seront capables de finalement d'accélérer un peu les process, euh, peut-être depuis les grands comptes ou je sais pas, enfin, est-ce que ça va changer un peu les choses où tu sens que finalement, ce qui se passe depuis un certain nombre d'années ne va pas forcément être complètement bouleversé parce qu'une génération travaille différemment ou est acculturée différemment avec le digital. en fait, je pense qu'à chaque fois, c'est le client qui a la réponse. Parce que finalement, moi, je fais de la visio avec mes clients, pas parce que j'ai découvert la visio, c'est parce que les clients ont accepté de faire de la visio. C'est parce qu'en fait, pour que des grands comptes fassent de la visio, il faut que ce soit validé par le service informatique, qu'ils fassent un choix d'outils, qu'ils soient sûrs que la donnée soit sécurisée, que ça correspond au RGPD s'ils font des enregistrements. Euh, Là, par exemple, les interviews que je suis en train de faire,
il y a eu un gros travail pour que chaque interviewé, comme j'enregistre, ait bien signé tout ce qu'il fallait en termes d'autorisation et de RGPD. Donc, moi, je sais pas, je pense qu'il y a des secteurs d'activité où de toute façon, il y a une contrainte à la modernisation. Et puis, il y a quand même des nouveaux acteurs qui parfois vont venir bouleverser les grands acteurs. Si je donne un exemple, il y a une société que j'aime bien là, que je suis qui s'appelle Fresh Cancan, et ça s'appelait eLunch avant. Et ils ont lancé, c'était la deuxième entreprise de la personne qui a cette entreprise. Ils ont un service de cantine, circuit court, livré dans les bureaux. Et face aux grands acteurs, ils étaient pris de haut, hein. Sodexo, tout ça, ils les trouvaient mimi. Ils ont gagné un premier appel d'offres, ça a commencé à les interroger. Sauf que pendant le confinement, ce sont ces grands groupes qui sont allés voir cette entreprise en disant, là, en fait, nous, on ne peut plus opérer sur des cantines sur place. Comment est-ce qu'on peut collaborer pour qu'on puisse bénéficier aussi de votre logistique et de la partie logicielle, parce que c'est ça qui permet les commandes de toute la partie technique. Donc, moi, je dis toujours aux grands groupes, quand j'y étais et quand j'en rencontre, je dis, vous savez, parfois quand on court vite et qu'on est devant, on ne prend pas la peine de regarder derrière. Sauf que même Usain Bolt, qui est l'homme qui court le plus vite au monde, il a peut-être bientôt 40 ans, je ne sais pas quel âge il a exactement, mais il y a un petit garçon qui l'a regardé à la télé il y a 15 ans qui maintenant court plus vite que lui quelque part. Et Donc, c'est d'être toujours un peu en alerte et donc, en du coup, alerte. Et c'est vrai que le problème des grands comptes, c'est que les décisions prennent énormément de temps à être prises, à être appliquées. Donc, c'est vrai que les petites boîtes ont une telle agilité qu'elles veulent changer de produit demain, elles le font demain. Et que c'est vraiment eux. Alors, moi, j'aime pas les gens qui disent qu'ils sont disrupteurs ou autres. Mais il y a quand même, quand on voit le succès de Doctolib, c'est une start-up qui devient une entreprise énorme parce qu'elle est arrivée sur un marché où il y avait un vrai besoin. Et aujourd'hui, quand on discute avec des médecins, leur plus gros problème, c'est comment réussir à avoir suffisamment de monde tout en gardant, un, un certain équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et en réduisant leur stress. Mais il y aura toujours des… Moi, j'ai grand espoir dans le fait qu'il y a toujours des entreprises qui vont venir secouer un peu les choses. Après, c'est vrai que je trouve qu'on a encore une vieille méthode dans l'entreprise, mais parce que la fonction commerciale n'est pas reconnue comme une fonction sur laquelle on va mettre en place des pratiques ou s'améliorer ou construire ou former vraiment de manière très académique. Si on met en place une direction financière et du contrôle de gestion, ça va être vraiment mis en place de façon efficace dans la plupart des entreprises, alors que sur la fonction commerciale, c'est souvent des bons commerciaux qui deviennent managers, qui deviennent directeurs commerciaux. Et donc, il y a assez peu de formation. En école de commerce, on n'apprend pas à être directeur commercial. Donc là-dessus, il y a vraiment oui, un manque de professionnalisme et d'expertise commerciale dans beaucoup d'entreprises. Très bien. Merci beaucoup, Noad.